Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast de Senpai, la chaîne qui décortique le monde du logiciel et de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un invité dans un domaine que je ne connais pas très bien, mais représenté par un tel entrepreneur dont l'énergie est telle que je ne pouvais pas ne pas lui proposer de venir sur la chaîne. Il s'agit de Jackie Chang, CEO de Paris Fashion Shops, ou PFS, comme il le dit si bien. Jackie est un entrepreneur depuis toujours, depuis son arrivée en France à l'âge de 10 ans. Il apporte une contribution importante dans l'entreprise familiale. Il créera ensuite à l'âge de 20 ans sa première entreprise dans la maroquinerie avec des valeurs familiales qui lui sont propres. Enfin, il nous parlera de la création de PFS, Paris Fashion Shops, et vous découvrirez un entrepreneur visionnaire, positif en toutes circonstances et qui n'a pas peur de se redresser les manches. Il nous expliquera à travers son parcours, sa vision et son ambition de connecter le monde de la fashion avec la tech, et il parle même de fashion tech. Avant de vous laisser avec Jackie, merci à vous qui peut-être vous nous écoutez pour la première fois. N'hésitez pas à le partager ou en parler autour de vous si l'épisode vous intéresse. Cela nous aidera grandement. Ceci étant dit, je vous laisse avec mon interview de Jackie Chang, CEO de Paris Fashion Shops. Très bonne écoute sur le podcast de Senpai. Bonsoir Jackie. Bonsoir David, merci pour ton invitation. Eh ben, merci de l'avoir accepté, Jackie. On a déjà discuté un petit peu en amont pour préparer ce podcast et pour apprendre à se connaître, puisque on se connaît depuis pas très longtemps, mais ça a été assez intense dès le premier call. Je crois qu'on a discuté un peu moins de 2 heures la première fois. Donc, je suis ravi que tu aies accepté mon invitation et qu'on puisse un peu parler de ton parcours, Jackie. Et justement, rien de tel pour commencer. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire, qui tu es? On ira un peu plus en profondeur, mais pour déjà poser un peu le contexte. Alors, Jackie Chang, entrepreneur depuis 27, mais 28 ans maintenant. J'ai commencé à l'âge de 20 ans et j'ai 48 ans, marié, 2 garçons de 19 et 16 et demi, et un Jack Russell qui est un peu notre chef happiness officer dans la boîte. Voilà. Qui s'appelle Happy. Qui s'appelle Happy. Voilà. Et entrepreneur depuis toujours dans le métier de la mode. Pendant 20 ans sur la partie physique en tant que fabricant et grossiste parisien. Et depuis 5-6 ans maintenant sur la partie digitale. Quelque part, nous avons digitalisé la filière de la fast fashion parisienne. D'accord, super intéressant justement. Donc du coup, est-ce que tu peux juste nous parler un petit peu du projet actuel avant qu'on revienne un peu à ton histoire, Jackie? Du coup, qu'est-ce que vous faites du coup chez Paris Fashion Shops? La plateforme marketplace Paris Fashion Shops a été lancée le 15 juin 2016 sur un constat assez simple qui est que le digital est partout, sauf pour nous, les professionnels de la mode. Et étant un professionnel de la mode en plein cœur de Paris, je voyais pendant ces dernières années de mon activité physique mes clients, qui sont les boutiques indépendantes, les uns après les autres, disparaître, fermer leurs boutiques. Non pas qu'ils n'ont plus envie de continuer leur métier, mais c'est qu'ils n'ont plus les outils actualisés pour pouvoir se mettre en compétition, pour pouvoir être compétitif vis-à-vis des grandes chaînes de magasins. Le digital est partout. Le digital, quand on parle du digital, quand on parle de la fast fashion, c'est les Zara, les Mango, les H&M, et les boutiques de détail, de quartier, de proximité, n'ont plus les outils adaptés. Ça veut dire que les rois de la fast fashion, tels que les noms que je viens de citer, renouvellent leur collection très rapidement, et les commerçants indépendants, ils sont avec des outils archaïques qui fonctionnent depuis la nuit des temps, se déplacer sur les salons, venir voir, visiter les showrooms, voir les fournisseurs pour commander la marchandise et recevoir la marchandise 3 mois, 6 mois, voire 1 an après. Ah oui. Ça, dans la mode, ça peut continuer. La réponse est difficile, tu Donc vois. aujourd'hui, tu adresses, grâce à ta plateforme, tu raccourcis un petit peu tous ces process-là? Absolument. On peut dire que nous avons connecté le sentier parisien sur le web Puisque afin historiquement, juste pour les auditeurs qui sont pas forcément parisiens, historiquement, c'est là où ça se passait, c'est un arrondissement du coup de Paris. Oui, le quartier où les boutiques du monde entier venaient approvisionner leurs magasins de la mode parisienne. Même si les auditeurs peut-être ne connaissent pas le quartier parisien, le Sentier, certains ont certainement déjà vu les films La Vérité si je mens 1, 2 ou 3. Qui se passait là-bas d'ailleurs, hein, c'est ça?
Exactement. Et justement, tu l'as dit, bah, en tout cas merci pour cette, 1re présentation. On reviendra dessus bien entendu pendant le podcast. Tu es issu de ce milieu. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, justement, quand tu as commencé à travailler dans le milieu? Pour qui tu as travaillé? Quelle fonction tu as occupé quoi justement, en tant qu'importateur, exportateur? En tant que fabricant, David. Au fait, moi, Fabricant même, je autant pour suis moi. arrivé en France à l'âge de 10 ans avec mes parents, mes 2 grands frères et c'est là où j'ai grandi dans le milieu de l'artisanat, dans le métier de la mode, essentiellement au départ, dans la maroquinerie. Mes parents ont commencé à lancer leur atelier de fabrication de maroquinerie familiale en plein cœur de Paris, dans le 3e arrondissement. Et c'est là où j'ai appris, en gros, à la maison, le métier de la maroquinerie, du sac à main. Et c'est là où j'ai aussi, j'ai toujours fonctionné de façon cyclique par 10 ans. Bah, j'ai grandi de 0 à 10, je dirais, du côté de la Chine. Je suis arrivé d'une région du sud-est de la Chine qui s'appelle Zhejiang et arrivé à Paris, 10 ans à l'école, entre 10 et 20. Et c'est à l'école et en même temps, à la fin des cours, c'est l'atelier familial, de filer un coup de main aux parents. Et c'est à partir de 20 ans où j'ai quitté l'école et j'ai commencé à ouvrir mon propre atelier de maroquinerie dans Paris également, dans le 10e arrondissement. 10 ans, entre 20 et 30, 10 ans de maroquinerie en tant que fabricant et grossiste maroquinier. Et c'est à partir de 30 ans où on a switché, quand je dis on, c'est avec mon épouse, nous avons switché sur la partie prêt-à-porter. On a lancé la fabrication du textile, du prêt-à-porter féminin. Entre 30 et 40, nous avons été sur l'activité, toujours pareil, de la fabrication et du wholesale, tout en restant sur Paris, des produits du textile. On fournissait les boutiques de mode et on fournissait justement ces commerçants de proximité et aussi des chaînes de magasins. Et justement, c'est quoi le contexte, quand tu commences à lancer à 20 ans ton projet? On imagine que l'environnement et l'économie, l'industrie en fait du textile est pas vraiment celle qu'il y a aujourd'hui. C'était comment quand tu lances avec, ta femme, ce projet? Bah, tu sais, quand tu es jeune, quand tu as la vingtaine, tu es un peu le terme start-upper n'existait pas à l'époque. Non, c'est vrai. Tu sais, quand tu lances ça, tu es un entrepreneur et tu as, comme un peu tout entrepreneur, un peu des idées et un rêve, tu as un esprit je dirais, un peu foufou Tu et veux, ouais, changer le monde, décrocher la lune. voilà. L'envie de réaliser quelque chose de nouveau, d'apporter quelque chose de nouveau, changer le monde, peut-être pas avec le métier de la mode là en 1994, mais quelque part apporter une nouveauté vis-à-vis de la génération antérieure, c'est-à-dire que mes parents, eux, faisaient leur métier en apportant une valeur qui était la valeur du travail, tout simplement. Eux, ils faisaient leur business, ils avaient des commandes parce qu'ils vendaient pas cher, parce qu'ils arrivaient à produire à Paris parce que il disait bon bah si les autres travaillent 8 heures, 9 heures par jour, moi je peux travailler 15 heures par jour et je peux dans ce cas-là vendre mon produit et prendre des commandes. La seule valeur qu'il pouvait apporter, c'était la valeur du prix moins cher et c'est là où on disait bon bah les fabricants chinois de Paris, bah, c'est là où ils ont démarré dans la maroquinerie, dans le textile sur Paris et nous lorsque j'avais démarré, je me disais allez, je vais me lancer sur le même métier, sauf que je vais apporter quelque chose de nouveau. Et la nouveauté, c'est la créativité, c'est d'apporter des produits créatifs. Je faisais les salons à Rousnec, ça s'appelait Première Classe auparavant, et c'était un salon de créateurs, de jeunes designers. Et là, j'avais mon stand et j'exposais mes produits à travers Première Classe pour pouvoir vendre mes créations, ma fabrication parisienne à des clients aussi bien français qu'à l'international. Et on avait commencé à Paris, ensuite on a continué les salons en Italie, en Allemagne, en Russie, au Japon et même à Hong Kong pour vendre à des boutiques chinoises. Tu vois? Il y avait la moitié de notre chiffre qui se faisait à toute petite hauteur, hein, mais du chiffre qui se faisait déjà à l'international. Et j'ai toujours été dans mes activités, moitié 50% sur la France et 50% sur l'international. On avait ouvert un magasin de gros dans le Sentier pour pouvoir vendre en gros et l'unité de production était dans Paris, en plein cœur de Paris, dans le 10e arrondissement. Donc ce rêve un peu de dire apporter une valeur supplémentaire
comparé à ce que nos parents faisaient. Et justement, eux, ils t'ont encouragé dans cette voie-là? Comment ça s'est passé? Ils sont associés à toi? Ils t'ont permis de te lancer ou? Alors, les parents d'origine asiatique sont assez, on va dire, côté protecteur en même temps pour la génération. Bien sûr, oui. Ils m'ont surtout encouragé en me prêtant, et c'est comme ça que j'ai démarré, une somme de 15 000 euros. Et cette somme de 15 000 euros mon père me disait, bah tiens, ça sera la dot et l'enveloppe pour ton futur mariage. Si tu perds, bah, ce sera ton problème. Mais si tu gagnes, bon, bah, bien fait, bien à toi de réussir. Et alors, qu'est-ce que tu as investi avec ces 15 000 euros? Tu te souviens un peu, Bien comment sûr, tu les as dépensés? ouais, écoute, le premier atelier qu'on avait loué, c'était un atelier de 200 mètres carrés dans le 10e arrondissement, et je me rappelle très bien de cet atelier de fond de cours au 56 rue de la Fontaine-au-Roi. Eh ben, OK, c'est précis. Pas d'argent pour faire les travaux, donc on avait de l'argent pour acheter les premières machines et premiers rouleaux de cuir et de tissu pour faire de la doublure des sacs à main. Mais première machine installée et les travaux, bah, il fallait faire les travaux soi-même. Donc le système D, c'était appeler les potes, commander des pizzas, appeler les potes et qui viennent faire les travaux, faire les cloisons et tout ça. Donc tout ça monté en mode vraiment ce qu'on appelle start-up aujourd'hui, mais from scratch, tu vois. L'atelier de fabrication a été lancé fin 1994 et on a pu monter les premières collections, prendre les premières commandes et continuer sur cette voilure. Et est-ce que ça marche, day one ou, comment ça c'est quoi un peu les grandes étapes de développement de cette première entreprise On que peut tu dire pu lancer que à l'âge de ça 20 a ans? pu marcher dès le day one parce que j'avais quand même déjà avec mes parents une dizaine d'années d'expérience, même si c'était pas, tu vois, si c'était pas C'est vrai. métier à 100%, mais c'était quand même un métier qui était assez prenant parce que quand tu finissais l'école, comme mes parents ne parlent toujours pas, après une quarantaine d'années passées en France, toujours pas le français, c'était moi qui servais de traducteur quand on allait chez le fournisseur de cuir, quand on allait voir les Mmh. clients. Donc, quelque part, dès le day one, quand je montais les collections, j'allais voir ces clients et je leur disais, au-delà des collections que tu peux commander chez mes parents, bah ça, ce sont des collections qui sont plus créatives, d'un niveau au-dessus, de qualité meilleure, et tu peux notamment commander pour ton magasin. Tu vois. Donc, les commandes, on va pas dire que les commandes croulaient, on croulait sous les commandes, mais il y avait de quoi à démarrer. Donc, le day one a été positif et la force du travail paye quelque part. Mmh mh, mmh. Du coup, est-ce que tu peux dire que c'était une entreprise un peu familiale? Tu t'es entouré du coup de personnes Alors, que tu connaissais avant tout? beaucoup moins que l'atelier familial des parents, parce que le côté familial, c'est là où j'ai rencontré une année avant d'avoir monté cet atelier, d'avoir pris la décision de démarrer l'entrepreneuriat. C'était la rencontre avec mon épouse, qui n'était pas encore mon épouse, de ma petite amie et à l'époque, À qui est l'époque? devenue mon épouse et qui est devenue la maman de nos 2 garçons et qui est devenue aussi, qui est toujours, mon partenaire dans la partie business, personnelle et professionnelle et privée. Bien sûr. Et c'est là où je dirais que la notion famille a toujours existé parce que, par coïncidence, les parents de ma petite amie à l'époque étaient aussi dans le métier de la maroquinerie et concrètement, les parents nous ont aussi beaucoup aidés. Donc quelque part, ça a été un peu plus facile. Il suffisait quelque part de travailler, d'être suffisamment au taf pour pouvoir construire. Il y a le côté entraide qui a été entraide familiale qui a été beaucoup présent dans le démarrage, qui nous ont permis à bien démarrer. Donc le day one a été très positif et les days suivants également. Et comment ça se passe du coup, les premières années de développement de l'entreprise justement, quand tu commences à constituer ton portefeuille client, ta réputation? Comment En évolue la fait, boîte il y a justement? un truc qui peut juste tenir sur la durée, c'est le sérieux et c'est toujours répondre présent aux clients, même quand il y a des, tu sais, quand tu es dans le métier de la fabrication, il y a toujours des erreurs, des conneries ou des peut-être quand tu livres pour la première fois à un client des sacs à main faits en daim, bah, le daim, tu vas te rendre compte à un moment donné que le daim déteint sur les vêtements de couleur claire. Et quand tu vas livrer des centaines de pièces de sacs à main daim à un client qui est à l'autre bout du monde, qui t'appelle à la réception pour te dire que j'ai des clients dans le magasin qui nous ont retourné leur sac à main et nous demandent de payer la teinture pour les chemisiers blancs qui ont été tachés. Waouh! Va trouver des problèmes, va trouver des solutions pour résoudre tout ça, tu vois? Des solutions. Donc quelque part, trouver des solutions à des problématiques qu'on rencontre au quotidien est devenu un petit peu
le casse-tête ou le métier de tout chef d'entreprise, à résoudre, à trouver des solutions. Et ça, c'est passionnant en même temps, parce que quelque part, si tout roulait tout seul, tranquille, ben, on n'aurait pas besoin de nous. Complètement, complètement. Et bah, écoute, c'est super intéressant ce témoignage, Jackie, sur cette partie d'expérience-là. Et justement, à quel moment te vient l'idée, tu vois, d'innover dans ce milieu-là? Parce que là, la première innovation que tu as apportée, tu l'as citée, c'est Mmh. peut-être la créativité. Le corps de métier peut-être un peu vieillissant à l'époque quand tu avais lancé. Justement, est-ce que tu as eu des stades de développement où il y a eu d'autres Absolument. innovations qui sont venues, que tu as pu apporter justement, dans ce milieu, de, la Bah, maroquinerie? écoute, mon 1er site internet, c'était en 99. Donc 4 ans après, Ouais, 5 ans après. quatre Ouais, cinq ans, ouais, ouais, 5 ans 4-5 ans après. après. En 99, c'était encore des modems, 256K ou mieux. C'est ça, il fallait avoir une ligne téléphonique et il fallait choisir téléphone ou Le internet. numéro se composait avant d'être connecté. Quand tu te connectes, et ça coûtait horriblement cher de te connecter. Et c'était là la vraie, et je dirais, innovation qui n'a pas du tout marché, hein, tu sais, où ça nous a coûté à l'époque de faire le site internet. C'était encore en francs, c'était 100 000 francs. Et en gros, aujourd'hui, D'accord, pour ceux qui ne savent pas à ce que peu c'est, près 15 000 voilà, €, ouais. 15 000 euros. 15 000 euros un site internet. Il n'y avait pas de PrestaShop, Shopify, Wix et j'en passe. Ah, on était loin de tout ça, oui, Voilà, il y avait pas effectivement. tout ça. Tu devais passer par des sociétés de ce qu'on appelle les SS2I ou alors le web, ouais, de Développement, oui. sociétés de développement. Et là-dessus, 6 mois pour faire un site internet. Je pense que les gars, ils font un peu exprès pour tirer un peu, pour justifier quand même les montants, mais bon, c'était la flambée des sites internet. Et tu Ouais, c'était la bulle internet, là, on commençait vraiment, c'est une effervescence, ouais. Flash et tout ça avec, tu sais, et à un moment donné, tu te dis, ton site, il va être en français, en anglais et en chinois. Et là, tu vas toucher le monde entier avec un site dans 3 langues différentes. Le problème, c'est que le seul qui touche, c'est la société qui te fait le site internet, hein. Toi, tu touches rien du tout parce qu'il y a aucun visiteur et tu sais incapable de savoir combien il y a de visiteurs sur ton site et que finalement, c'est juste une carte de visite digitale, tout simplement. Qui coûte 15 000 €. Voilà. Voilà. Pour dire qu'aujourd'hui, si les jeunes ont la possibilité de lancer leur site e-commerce ou leur site internet, ils peuvent le faire tout seuls et gratuitement. Alors qu'à l'époque, ça coûtait. Quand je dis à l'époque, j'ai l'impression d'avoir une génération de plus, mais j'ai une génération de plus vis-à-vis de toi, je pense. On parle déjà d'un autre siècle en plus, 48, hein, voilà, 48 ans. on était dans le 20e siècle encore, à la fin du 20e siècle, Oui, mais oui. Mais ça, c'était l'innovation, je dirais, ratée. peut-être un peu en avance, comme enfin, alors du coup, tu l'avais construit comment justement? Tu m'en as parlé, mais pour les auditeurs, pour leur expliquer un petit Oui, peu, bah, c'est qu'est-ce que tu as voulu faire à l'époque? l'agence web qui s'occupe de la construction. Toi, tu dois passer par des sociétés, déjà par des photographes pour pouvoir faire en sorte que tes photos soient jolies, des photos des produits et tout ça. Ça coûte déjà un bras pour tout ça. Et qu'ensuite, 6 mois après, on te livre un site internet que même pas 2 mois après, il est déjà has-been, quoi. Mmh. Donc, tu as payé, tu t'es engagé à une prestation, tu payes, et finalement que tu vas plus changer ton site les 3 années à venir, et tu as toujours le même site qui tourne. Sur ta carte de visite, il y a toujours inscrit le www.15 000 euros. Et là, à partir de ça, bon, c'est un peu une petite fierté en soi de dire que tu as ton site internet, mais qui ne sert vraiment à rien. Toi, il t'a pas apporté du tout de business, à l'époque, Bah, justement? il m'a surtout affaibli mon portefeuille, mais pas de business à porter, quoi. D'accord, très bien. Non, c'est hyper intéressant. Je pense que Google n'était pas Google à l'époque et il y avait encore des moteurs de recherche, Tavista ou Lycos, le chien qui court, voilà tout ça. Mais ça n'existe plus tout ça. Et c'était l'année où Amazon était lancé en même temps, hein, tu sais, 99. Sauf qu'il y en a un qui a persévéré, Jeff Bezos, et moi j'ai pas persévéré dans le digital. Mais tu es revenu Il y a une après, revanche à justement. reprendre. Voilà. Bon, après la maroquinerie, cette expérience de 10 années, on a commencé lorsqu'on avait notre magasin dans le Sentier. Bah, le Sentier te donne aussi le là sur la partie textile et on s'était dit, OK, bah, c'est bien d'être l'accessoire dans les magasins de mode, mais en même temps, le métier où il y a le plus de quantité, il y a le plus de business, c'est quand même le prêt-à-porter. Un sac à main, tu t'en achètes un, deux,
pour une femme, un, 2 ou 3 sacs à main par an, prêt-à-porter, tu es obligé de te changer chaque jour. Donc, quelque part, la garde-robe, c'est 3 sacs à main, 10 paires de chaussures, mais des vêtements, tu en as vingtaine de pièces ou moins pour pouvoir te changer. Tu vois? Donc, on s'était dit, OK, bah, ajoutons une couche textile à notre métier de la mode, puisqu'on est dans le métier de la mode. Alors, autant ajouter une couche, une brique textile en plus. C'est ce qu'on a fait en 2004, 10 ans après le lancement de la maroquinerie. Et lorsqu'on a commencé le textile, ça s'est accéléré très vite. On faisait, première année, lorsqu'on était sur le textile, on faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Deuxième année, on faisait 3. Troisième année, on faisait 6. On s'était dit, OK, bon, bah, le futur, il est, il est dans le textile, il n'est pas dans la maroquinerie, quoi. Ah, c'est là où tout s'est passé justement et on sent le marqueur là, du coup encore, 10 ans aujourd'hui. après, voilà, on est passé sur le métier du textile, donc du prêt-à-porter féminin à partir de 2004-2005. Et 2004-2005, la structure existe toujours. Tu l'as fait évoluer ou, tu arrêtes cette activité au profit d'une nouvelle? Oui, on a arrêté cette activité, on a stoppé cette activité au moment où on a lancé la plateforme digitale. Et c'est là où on s'était dit, sur le digital, au fait, finalement, c'est un truc qui est très simple, c'est que sur le digital, si tu es à 200% sur ton produit, tu as peut-être une chance de réussir. Si tu n'es pas 200% focus sur ton activité digitale, tu ne fais que de cramer du fric et tu n'as aucune chance d'y arriver. C'est le constat que j'ai fait, c'est le choix que nous avons fait. Au fait, on a digitalisé même nos équipes qui étaient dans la partie, dans la société physique auparavant. Notre styliste est devenu styliste produit, est devenu styliste photo, en personal shopper, qui fait de la recommandation des produits pour nos clients sur la plateforme. Et bon, le manutentionnaire, au niveau de la logistique, les manutentionnaires n'ont pas besoin de se digitaliser. Ils font toujours le groupage de colis, la logistique. En fait, nous avons lancé, sans le savoir, là, je vais rentrer sur le cœur métier actuel qui est la plateforme Paris Fashion Shops, la plateforme Marketplace B2B, on a clairement digitalisé tout notre métier d'avant. Et sans le savoir, nous avons lancé finalement 3 startups et non pas une seule startup de marketplace. En fait, quand on a lancé en 2016 la marketplace, là, le day one, ça n'a pas du tout décollé. Contrairement à ce qu'on prévisionnait, les BP et tout, mais on avait 3 fois plus de people, on faisait 10 fois moins de chiffre d'affaires. Et alors du coup, comment tu l'expliques ça aujourd'hui avec le recul, hein? Les habitudes compliquées à changer, les habitudes des clients, David, tu sais? Parce que Mmh. tu es dans quelque chose qui est complètement novateur et tu leur apportes une En solution rupture, qui est ouais. oui, en totale rupture de ce qu'ils avaient auparavant. Avant, ils prenaient le train, la voiture, l'avion pour venir visiter les fournisseurs et acheter, dans le Sentier ou dans Villiers aujourd'hui. Le Sentier s'est délocalisé du côté d'Aubervilliers, pas très loin, mais à 10 kilomètres du cœur de Paris quand même. Et là-dessus, c'est que quand les clients, ils ont pris cette habitude de venir toucher le produit, acheter, discuter, négocier, marchander, et tout ça, ils se disent, je peux pas le faire avec l'Internet. Je peux pas le faire avec la plateforme. Nous, on leur dit, mais écoute, tu achètes bien tes produits sur Amazon. Tu achètes bien tes produits sur Azos, Zalando ou toutes les autres plateformes, les autres sites Internet. Oui, mais moi, j'ai besoin de toucher. Waouh! Et ça a pris du temps. Tu vois, c'est pour ça que on se disait le décollage. Et là, je m'attendais vraiment pas à cette vallée de la mort de 3 ans des startups, quoi. Et là, il faut vraiment s'y préparer et être persévérant là-dessus. Eh ben, super intéressant justement, Jackie. Tu anticipé un petit peu ma question d'après, mais tu disais tout à l'heure que tu avais commencé à digitaliser. Mmh. Donc là, tu nous dis effectivement que c'était peut-être un peu tôt, qu'il y avait beaucoup de choses à faire, en termes d'éducation, parce qu'on change les usages. Mmh. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu as commencé justement à digitaliser les premières années avec ton projet? Bah, tout simplement, mon activité en tant que fabricant et grossiste d'avant. Tu sais, la même expérience d'utilisation que le magasin physique. Avant, mes clients venaient dans ma boutique choisir leur collection, passer leurs commandes et en partant, nous, on est dans la fast fashion, c'est-à-dire que tout ce qui est produit rapide, production livrable en 24-48 heures, je voulais absolument respecter cette chronologie de livrable en 24-48 heures depuis Paris. Et d'où le nom déjà Paris Fashion Shops, Paris capitale de la mode, où tous nos fournisseurs, nos vendeurs, les marchands qu'on appelle sur la plateforme sont basés sur la région parisienne. Le stock est à Paris, tout part de Paris.
fashion, le métier, la verticalité de métier dans laquelle on est, et shops, ce dont pourquoi nous avons créé cette plateforme pour les shops. Pour juste information, en France, tu as 24 000 boutiques indépendantes, dont la moitié des indépendants et l'autre moitié des franchisés. Et ça réalise aujourd'hui sur la France 24 milliards, pardon, pas 24 milliards, oui, je suis sur des chiffres qui sont assez importants, mais effectivement 24 milliards de chiffre d'affaires dans le métier du textile, du prêt-à-porter. Impressionnant, ouais. Et ces 24 milliards, il y a 12 milliards qui sont réalisés par des boutiques indépendantes et 12 milliards qui sont réalisés par les succursales, les chaînes de magasins, les franchisés. Tu vois, il y a les 12 milliards que moi, aujourd'hui, ou ce marché que j'adresse pour le marché français, qui sont alimentés, qui sont fournis par les 2000 opérateurs, les 2000 fabricants, grossistes et marques parisiennes. D'accord, j'allais te demander combien il y en avait, Il justement. y en a 2000 2000 donc. sur Paris. Voilà. Et nous avons à aujourd'hui, 5 ans après le lancement de la marketplace Paris Fashion Shops, nous avons digitalisé un peu plus de la moitié maintenant de ces acteurs parisiens. Donc ils passent par ta plateforme pour faire ce qu'historiquement, ils allaient en magasin, négocier, prendre leurs commandes Alors, et tout ça aujourd'hui, la ça moitié passe chez des toi. acteurs, je parle des vendeurs, c'est-à-dire les marques et grossistes parisiens qui passent par la plateforme pour pouvoir vendre à des boutiques en France et à l'étranger. Oui, c'est pas le commun des mortels, monsieur et tout le monde qui peut venir chez toi en tout cas. C'est que du B2B. Nous, en fait, c'est une plateforme Exactement. marketplace On reprécise, hein, uniquement c'est dédiée aux important. professionnels de la mode. Non, mais top, franchement, c'est super intéressant et justement quand on préparait un petit peu le podcast, tu me parlais justement de ces acteurs-là, Amazon, AliExpress pour citer, en Chine, Oui. qui du coup est un modèle, on va dire, en termes de philosophie justement et que tu as essayé d'insuffler dans ce secteur-là et aujourd'hui, tu vois, est-ce que tu nous racontes les débuts un peu difficiles, mais comment ça se comporte aujourd'hui? Écoute, la croissance est assez impressionnante. On est sur une croissance à 3 chiffres, depuis la création et on a réussi aussi depuis le début à aussi onboarder un fonds d'investissement assez renommé qui est le fonds d'investissement Eurazeo, dont l'actionnariat de Paris Fashion Shops et 5 ans après, le lancement, je peux être assez fier de moi-même, de mes équipes, qu'on a quand même réalisé une forte valeur, une valeur surtout apportée à nos clients. C'est-à-dire aussi bien les boutiques, nous avons deux typologies de clients qui sont les boutiques qui achètent les produits pour pouvoir revendre au détail et les grossistes et les marques parisiennes que nous avons. Donc, à partir du moment où moi je pars juste d'un constat qui est simple, c'est qu'à partir du moment où tes outils apportent du business et font gagner de l'argent à tes clients, tes outils ont de la valeur. C'est ça le truc, tu vois. Et depuis le départ, l'objectif chez Paris Fashion Shops, c'est d'investir sur la durée et de dire, on apporte une marketplace. Tu citais tout à l'heure AliExpress ou les Amazon ou Alibaba, je dirais, parce qu'AliExpress est en B2C, Alibaba est en B2B. Au fait, nous, pour ne rien, pour être totalement transparent, c'est que je me suis inspiré du modèle Alibaba du côté, on va dire, Asie et du côté Amazon, Ouest et Est. Et on s'était dit, on va créer le futur Alibaba français pour le marché, et l'objectif étant de devenir le premier écosystème français de la fashion tech. Ça, c'est notre objectif à 10 ans. Et clairement, il y a du taf, il y a du travail. J'imagine, Les, il y a encore les femmes et les une hommes, grosse les brique. équipes sont alignées, donc tout va bien, on y va. Et justement, aujourd'hui, je crois que je t'ai pas posé la Mhm. question, mais c'est combien de personnes dans la société? Alors, les équipes aujourd'hui, c'est un peu plus de 50 personnes aujourd'hui, salariées. Et juste avant le Covid, pour mémoire, on était une petite équipe de trentaine de personnes. On a quasiment doublé les équipes et on continue à doubler encore pour pouvoir accompagner cette croissance. Super intéressant et justement, tu me fais une petite transition là pour parler un petit peu de la crise en ce moment. Forcément, tout le monde a un peu ça en tête, mais du coup, comment toi, tu l'as vécu, en interne? Donc là, tu me dis que tu as fait une croissance en termes d'employés, dans la société et est-ce que ça a impacté aussi ton business, toi? Tes clients, ils Oui. ont continué à passer commande chez toi? L'année dernière, au mois de mars, quand toutes les boutiques étaient obligées de fermer leurs stores, vitrines, leurs Ouais, portes,
ça s'est arrêté, quoi. Les clients de tes clients se sont arrêtés, C'était quoi. assez catastrophique parce qu'on a subi dès le mois de mars une baisse d'activité de 80%. Et quand tu as une baisse d'activité de 80%, ça se ressent, hein. C'est jour et nuit. Et on avait deux choix, David, lorsqu'on était en période de crise. Soit on avait le choix, option 1, c'était de prendre la télécommande et de cliquer Netflix, Amazon Prime ou Disney Channel et autres, soit de prendre nos claviers et de continuer à développer des solutions qui peuvent aller vite aider nos clients. Et ce qu'on a fait, c'était bien sûr l'option 2. On a réussi à développer en espace de un mois de temps des solutions, de donner des sites Internet individuels à nos vendeurs qui n'avaient pas, beaucoup n'avaient pas de site Internet et qu'on avait développé, déployé en espace de un mois, 2 mois de temps, des centaines de sites Internet pour que les vendeurs puissent continuer à garder le lien, le contact avec leurs clients. Et on sécurisait leurs transactions au-delà de la marketplace, tu vois. Donc, pour nous, c'est de traiter à la racine le mal et c'est d'apporter des outils digitaux capables de pouvoir répondre aux besoins immédiats. Et ça, c'est la force des équipes chez Paris Fashion Shops, l'agilité, cette implication aussi de pouvoir faire quelque chose qui crée du sens et qui est de la valeur pour nos clients. Et ça a accéléré très rapidement. On a repris cette croissance très rapidement. À un moment donné, au mois de mars, avril et mai, on continuait encore à offrir à nos clients d'autres outils, d'autres services. On payait même les frais de transport pour qu'ils puissent envoyer directement au lieu du groupage de colis. Je ne t'avais pas parlé encore de la deuxième brique, la deuxième start-up qu'on a Oui, lancée. c'est la particularité de ton Voilà, entreprise, c'est qu'elle va plus loin, hein. oui. On a, au fait, lorsqu'on a monté Paris Fashion Shops, la marketplace, on s'est rendu compte que les vendeurs n'avaient pas leur catalogue physique digitalisé. Donc, on a dû monter rapidement nos propres studios de shooting pour pouvoir shooter gratuitement toutes les collections des vendeurs. Tu vois, ils n'avaient pas le descriptif. On décrivait pour eux les produits, on shootait, on les intégrait pour eux, parce que dans la fast fashion, se passer un délai d'une semaine ou de 10 jours, les stocks ne sont plus en magasin. Donc, il fallait aller vite. Si tu passais par des studios photos, ça prenait une semaine, 10 jours pour avoir les collections, pour avoir les photos, les intégrer. Ça prend 2 semaines de temps. Et c'est normal, c'est un peu le process. Mais pour aller vite, il a fallu intégrer en interne les studios photos, les photographes, les équipes, pour qu'on puisse produire tout ça et intégrer les produits en 24-48 heures. Et ensuite, la troisième, je dirais, brique, la troisième start-up, c'est le côté groupage de colis, la logistique. Au fait, on pourrait les appeler la start-up Paris Fashion Shops, la marketplace. On pourrait appeler les studios photos, les studios de production digitale, un petit Miro, si tu veux. Et on pourrait appeler la plateforme logistique un petit Cubine pour faire le groupage de colis. Spécialiste du coup dans la Tu vois, logistique, OK. spécialisé, Et service que tu proposes à tes clients quand ils passent commande chez toi. spécialisé dans le métier, le cœur métier de la mode aussi, quoi, tu vois, pour répondre vraiment aux besoins des professionnels de la mode. Parce que quand les gars, ils passent une commande, ils ont besoin d'avoir ces produits-là en 24-48 heures dans leur magasin. Et ça, on a pu le répondre avec toutes ces solutions intégrées. C'est pour ça qu'on a besoin de People et c'est pour ça que sur la partie digitale, beaucoup pensent que un site Internet peut faire beaucoup de choses, mais il n'y a pas que le site, il n'y a pas que la plateforme, il n'y a pas que la partie opérationnelle, commerciale du site, il y a toute la partie opérationnelle, les équipes quoi, qui font que Et c'est ça qui fait que ton service est performant. c'est ça qui permet de pouvoir répondre d'être scalable, de pouvoir répondre à doublement de commandes au quotidien et ça, il n'y a aucun souci, quoi. Et tu sais ce que ça me fait penser que je t'entends parler de cette partie-là de ton travail, peut-être que tu le connais, c'est Paul Lé, Oui, qui a créé la société, labellevie.com, pour la partie qui food, c'est justement, ça? dans son secteur, du coup, qui est plutôt dans l'alimentaire, Oui, hein, et il explique effectivement qu'il y a tout un enjeu oui, vitrine de mise à disposition, de diffusion, mais que son vrai métier à lui, c'est la logistique. tout à fait. Là, tu sais, j'ai pas encore eu l'occasion d'écouter. Je sais qu'il est sur ton podcast et je me suis noté sur ma liste de to-do. Ça sera pour ce week-end. Tout à fait, absolument. Ouais. Mais on m'a expliqué également que finalement, une des plateformes très connues qui est plateforme du printemps, par exemple, c'est une plateforme logistique également, finalement, tu sais.
C'est 50 000 mètres carrés, c'est le stockage, le tri, la préparation. C'est pas une marketplace, c'est une plateforme logistique. Donc, une des forces, une des colonnes vertébrales aussi de Amazon, c'est la partie logistique, l'excellence opérationnelle sur la partie logistique. Et nous, bon, il y a un peu de pub peut-être, mais le journal Figaro m'avait titré un peu comme l'Amazon du B2B. Ah, ça, c'était un moment. J'ai préféré le terme comme sur BFM, comme Laure Closier m'appelle, plutôt le terme de l'ami des détaillants. Tu Ah, vois, peut-être plus ça, sympa, ouais, ça me effectivement. correspond plus. Parce qu'on fait Mmh. quelque chose qui est spécialement dédié pour les commerçants de proximité, pour les détaillants. Non, très clair, et justement, je t'ai pas posé la question. On en parlait tout à l'heure, quand on préparait le podcast. Justement, le est-ce que tu peux nous parler un petit peu du logo de Paris Fashion Shops? Le- Puisqu'il a une vraie signification, donc on invite forcément les auditeurs qui nous écoutent à aller regarder. Très bien. Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment tu l'as construit et qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Écoute, c'est trois Pac-Man en mode poisson qui ont le sourire. Et le petit qui est devant le moyen, il a moins de sourire. Il a plutôt, si tu zoomes à fond sur le logo, il a même une larme à l'œil. Tu sais, au fait, ça représente le concept de Paris Fashion Shops. Le petit poisson, ça définit le commerçant indépendant, tout seul, dans son magasin, face au poisson moyen qui est poisson, grand poisson déjà, hein, mais qui est un ensemble de logos assemblés, c'est-à-dire que tu verras très bien un logo type Zara, pour ne pas citer de nom, ou H&M, ou Mango, ou Primark, entre autres. Et le petit poisson indépendant, bah, le détaillant, il se fait manger par ces grandes chaînes de magasins. Et le grand poisson qui est à l'arrière, c'est l'ensemble de tous ces petits poissons. Au fait, ce concept, c'est le concept que j'imaginais, qui a aussi convaincu mes actionnaires à l'époque quand je les ai rencontrés il y a 5-6 ans, il y a 6 ans maintenant. En fait, c'est ce concept-là de petits commerçants indépendants qui se fait manger par les grandes chaînes de magasins qui ne peuvent plus, la réalité de la chose, c'est qu'ils ne peuvent plus continuer à se battre face à ces mastodontes du métier, C'est mastodonte, ouais. et que finalement, si tu rassembles tous ces petits poissons, ces indépendants sur une plateforme, bah, l'union fait la force, et c'est là où tu as peur de rien. Parce que en France, il y a 24 000 commerçants indépendants dans le métier de la mode. En Europe, il y a plus de 700 000 boutiques indépendantes en Europe. Tu te rends compte? En Europe, c'est plus de 700 000 boutiques. Si on arrive à capter ne serait-ce que 1% de ces boutiques-là qui s'approvisionnent au quotidien sur la plateforme, c'est colossal. Ça représente le nombre de magasins d'Inditex, de Zara, plus les autres marques de Zara type Bershka, Stradivarius, toutes les autres chaînes de groupe Inditex. C'est 7000 magasins chez eux. Et rien que 1% de ces petits poissons, ça représente déjà 7000 boutiques, rien qu'en Europe. Et je ne te parle pas des États-Unis, du marché chinois et de tous les autres marchés à l'export. Donc, la taille du Ouais. marché, il est juste colossal, il est gigantesque. Le métier de la fast fashion, c'est 3000 milliards de chiffre d'affaires à l'année. C'est ça la taille du marché. Et ça a une tendance à aller vers 5000 milliards sur 2025. Donc, quelque part, on s'était dit, bah, on va tout simplement développer ce marché et prendre une part de marché, devenir déjà le leader français de cet écosystème, et ensuite aller devenir le leader européen, et ensuite à l'international. Eh ben, super intéressant. Merci pour tous ces éléments, Jackie, parce que c'est vraiment un univers que je connais pas moi personnellement, très, très bien. Là, on comprend un peu mieux, en fait, les enjeux, et justement, j'avais une question là qui me venait comme ça à l'esprit en t'entendant parler. Est-ce que justement, on n'est pas en train de est-ce que toi, tu observes pas justement sur le marché? Tu nous as dit qu'il y avait une croissance, effectivement qui se constate et qu'on le voit bien de la fast fashion, mais justement, il n'y a pas des mouvements en ce moment qui, sont en train de reconsidérer cette hypothèse-là et de se dire: «Bah, on va peut-être consommer mieux, Mhm. consommer plus éthique, Plus local, avoir un impact moins négatif sur la bien société, sûr. sur l'écologie». Tu vois? Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que toi tu observes Mhm. aujourd'hui? Au fait, la fast fashion, c'est une des industries, c'est la deuxième industrie la plus polluante sur la planète, après le pétrole. Et en même temps, c'est une des industries qui est la moins, je dirais, servie sur la partie, nous, le marché qu'on adresse, nous, c'est toute la partie magasin indépendant, magasin de proximité. Donc c'est sur ça qu'on a besoin de travailler, intégrer le digital pour rendre cette filière
plus transparente et aussi plus responsable. Ça fait partie aussi de nos valeurs aujourd'hui chez Paris Fashion Shops et de nos objectifs. Pourquoi je te parlais tout à l'heure de notre objectif principal, c'est de créer le premier écosystème français de la fashion tech, c'est-à-dire que compléter la fashion, mixer la fashion, le meilleur du côté de la fashion avec la tech. Et la tech va pouvoir justement faciliter, rendre plus transparent, plus vertueux cette filière de la fast fashion. Un peu compliqué de détailler, de rentrer en détail dans tout ça sur Non, mais c'est totalement clair et on voit qu'il y a un vrai combat que tu mènes là aujourd'hui pour, bah, justement répondre à cette demande croissante du marché tout en essayant de respecter au mieux notre très chère planète et digitaliser et faire en sorte que, bah, tu as plusieurs combats mine de rien parce que la digitalisation des entreprises avec qui tu travailles en fait partie aussi et ça a l'air de bien fonctionner et justement, quelles sont un peu, toi, tes prochaines grosses étapes? Tu nous as parlé de la France. Est-ce que tu envisages de traverser les frontières? Ça, c'est les opérations à venir et je pense qu'il y a un grand sujet aussi de pouvoir travailler. Tu parlais tout à l'heure du logo Paris Fashion Shops. Au fait, ça se compose de trois niveaux, Paris et au-dessus. Ensuite, tu as Fashion Shops. Au fait, l'internationalisation, pour moi, passera aussi sur le nom quand il a été créé et déposé à la base. C'était aussi sur l'environnement. On est dans le métier de la fashion, tu sais, on parle beaucoup des Fashion Week et quand on parle de Tout à fait. Paris Fashion Week, London Fashion Week, Milano Fashion Week et tous ces différents Fashion Week avec des créateurs de mode qui finalement c'est une tendance qui se répète sur chaque pays avec des créateurs de chaque pays. Nous, l'idée, l'internationalisation va passer par là aussi. C'est-à-dire que quand on va aller sur l'Italie, ce sera Milano Fashion Shops. L'internationalisation, ce seront des producteurs, des fabricants, des marques locales qu'on va pouvoir fournir, qu'on va pouvoir digitaliser et mettre au service des commerçants indépendants. Tu vois, il y a tous ces enjeux. Il y a bien sûr toute la partie IA à intégrer, toute la partie blockchain pour les produits de seconde main et autres, pour pouvoir authentifier les produits. Donc, le développement, je dirais, sur notre verticalité, elle est nos limites parce que tout est à faire. En plus, le milieu évolue, donc toi, tu adaptes aussi par rapport aux usages, par rapport aux technologies. C'est un peu ton combat du quotidien. Absolument. Et quand on parle d'écosystème, c'est l'écosystème de la tech qu'on va pouvoir apporter au profit de nos clients, qui sont les indépendants. Toutes ces solutions, tous ces outils applicatifs et aussi ces startups et ces startups innovantes qui apportent de la technologie, de nouvelles idées. Et tout ça, ça fait partie de cet écosystème qu'on veut mettre en place. Voilà. Eh ben merci Jackie pour ces précisions sur ce sujet-là et je vais peut-être profiter, de ta présence encore quelques Mhm. minutes, si tu me permets, pour peut-être parler de ton histoire entrepreneuriale. Tu l'as un peu évoqué forcément dans ton histoire, c'est imprégné dans ton parcours. Mais justement, moi, quand je t'ai parlé, quand on est rentré en contact ensemble, ce qui m'avait le plus étonné dans le bon sens du terme, c'est cette force que tu as. Donc tu as 10 ans quand tu arrives en France, dans un pays, bon, tu ne connais pas la langue, tu l'apprends. Tu apprends ces codes puisque, pour les gens qui connaissent un petit peu la Chine, il y a pas que 10 000 kilomètres qui séparent la Chine et la France et l'Europe en général. Il y a toute une culture aussi qui est totalement différente, ça a rien à voir et justement, toi, aujourd'hui, comment ton histoire, elle marque ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que quelqu'un qui arrive dans un pays totalement étranger, arrive à s'en sortir, arrive à créer une success story comme la tienne, qu'on souhaite le plus long possible et arrive à réussir justement? C'est quoi, toi, ton énergie, ton mindset que tu as en tant qu'entrepreneur? Moi, je pense que c'est surtout cette envie d'apprendre. Tu sais, déjà apprendre la D'accord. langue, apprendre la culture et intégrer facilement. Bon, ça fait partie, ces choses assez simples de mon côté, mais ce plaisir d'apprendre en continu et cette curiosité de pousser plus loin. Mais c'est ce que on essaye aussi de porter comme exemple pour la génération à venir, la génération de nos enfants également. Le grand a quand même déjà 19 ans et le petit 16 ans et demi. Quelque part, Mmh. donner cette exemplarité, tu vois, de aussi et ce côté, je pense que diriger aujourd'hui l'entreprise telle que nous la dirigeons avec mon épouse et les équipes du management, je pense que le côté, famille est assez présent. Au fait, on a démarré une entreprise familiale, comme tu posais la question tout à l'heure, sur la partie fabrication de la maroquinerie, il y a plus de 28 ans maintenant. En fait, on a toujours gardé cet esprit de famille et du côté
plus l'équipe grossit, plus l'équipe grandit, plus on sent que la famille grandit en même temps et on a un turnover très faible. Et c'est pas difficile justement à entretenir ça? Tu sais, j'ai appris une chose aussi lors d'une, conférence avec un RH qui était, assez connu, un RH qui a été, l'RH chez OVH. Il avait expliqué que quand OVH avait grandi, ils sont passés de 50 à 100 personnes, de 100 à 200, 300 à 500 à 1000. À un moment donné, ils ont dû tout casser pour revenir à 200 ou 300 personnes pour reconstruire, tu sais? Et ça, c'est ces expériences qu'on a, qu'on voit et qu'on entend et qu'on nous apprend, bah, nous donne des exemples à suivre et que lorsque j'avais discuté avec cet intervenant après sa conférence, il me dit, bah, je lui dis, je suis dans une situation où on est une trentaine de personnes et on a pour ambition de passer de trentaine à quelques centaines, même un millier de personnes. Parce que pour faire le milliard de flux de chiffre d'affaires, il faut être 1000 personnes. Tu vois. Donc, quelque part, je me dis, OK, c'est super ambitieux, mais écoute, on est comme ça, donc on y va, on est entrepreneur. C'est pas qu'on a peur de rien, mais on n'a pas peur d'avoir peur. Donc c'est ça le truc. Et que on se dit, c'est quoi le truc? Et il dit, écoute, de 30 jusqu'à 30, comment tu faisais pour embaucher? Bah, je lui dis, bah, mon RH, c'est mon nez, au feeling, donc les entretiens, je le faisais peut-être un par un en one-to-one et j'embauchais les personnes en fonction des valeurs et des compétences. Mais quelque part, arrive un moment où tu es obligé de te structurer et d'être bien entouré. Quand tu veux grossir, le truc, c'est qu'on est passé à une autre étape. À partir de 30, on a embauché notre responsable RH et finalement, on a mis en place énormément de process qui fait que structurer l'entreprise avec essentiellement les valeurs. Les valeurs, une plateforme de marque qui a été développée et les valeurs que nous défendons au quotidien. Et je vais peut-être te détailler ce qu'elles sont les valeurs chez Paris Fashion Shop. Ce sont les 3 P 2 I, David. Voilà. Je Premier t'en prie, P, vas-y. c'est pour la proximité. Au fait, aussi bien à l'externe qu'à l'interne, nous sommes très proches de nos clients et de nos collaborateurs. Le deuxième P représente le partage, partage de savoir-faire, partage de connaissances, partage d'expérience, partage aussi des outils que nous développons au quotidien et que nous les partageons avec nos clients, mais tout le côté expérience et quand on fait monter clairement en compétence tous nos collaborateurs et même nous-mêmes nous montons en compétence au quotidien. Et ça, ça fait partie de nos valeurs. Le troisième P, c'est la performance. La performance, moi je pars du principe que si ta boîte n'est pas rentable et que, comme dirait le président du MEDEF il y a 2 jours, nous ne sommes pas devenus entrepreneurs pour vivre des aides de l'État, hein. Nous sommes devenus entrepreneurs pour être performants et pour pouvoir apporter quelque chose. Donc, performance pour le troisième P, parce que sans performance, ta boîte, elle va pas loin. Le premier I, qui est pour moi un point essentiel qu'on en parlait tout à l'heure, c'est l'innovation. Apporter de l'innovation et continuer à innover dans ce métier, dans ce que nous faisons. Et le deuxième I et la cinquième et la valeur principale qui est le ciment de l'ensemble de tout ce que je viens de parler, c'est l'intégrité, la loyauté, la transparence. Et ça, c'est super important. Et nous, pour pouvoir avancer, continuer à grossir, à grandir, à scaler, on a besoin que ces fondamentaux soient là. Et pour nous, les fondamentaux, ce sont nos 5 valeurs chez Paris Fashion Shops. Voilà. Donc ça nous permet un peu d'avoir notre feuille de route. Des fois, si on rencontre des difficultés ou des problèmes qu'on n'arrive pas à voir, on se dit, ah ça c'est nouveau, mais comment on va résoudre ce problème-là? Bon, si on n'a pas là encore trouvé cette solution, revenons à nos fondamentaux et ces fondamentaux nous servent à justement trouver des solutions. Super intéressant. Écoute, je prends en même temps des notes, hein, comme ça, comme moi, je suis aussi entrepreneur de ma société. Je prends tes conseils là Loin de là, loin de là. Je grande, ne suis pas donneur de conseils, avec je suis un simple entrepreneur qui essaye tout simplement de filer aussi un exemple à la génération à venir. Et les premiers que je vois, ce sont mes gamins qui sont là et qui ont beaucoup d'énergie, comme beaucoup de nos collaborateurs. Moyenne d'âge chez Paris Fashion Shop, c'est 27-28 ans, tu vois. Et moi, je suis un peu le mmh patriarche de la boîte déjà, avec mes 48 ans aujourd'hui. tu le grand-papa de cette famille. Et justement, je voulais peut-être finir sur une touche, peut-être tout ce qu'on pourrait, partager aux entrepreneurs qui nous écoutent ou même les gens qui font de l'intrapreneuriat ou même dans leur vie privée entreprennent. Qu'est-ce que tu donnerais toi comme conseil à ces personnes-là qui peuvent, peut-être en ces temps de crise, rencontrer des difficultés dans leur projet, mais ils y croient à fond, ils savent qu'il y a quelque chose à faire, ils ont l'énergie. Comment on fait justement pour surmonter, les difficultés? Tu as dû sans doute pendant ces 20 dernières années en avoir des vertes et des pas mûres. Comment toi, tu conseillerais Alors, ces gens pour, outrepasser je ces vais juste difficultés? apporter mon expérience sur la traversée du désert des 3 premières années.
Ça n'a pas été facile. Au fait, il y a un truc, c'est que c'est vraiment la persévérance, la ténacité. Tu sais, quand on dit, bah, que tu fais des AB tests, quand le plan A ne marche pas, il te reste encore jusqu'à plan Z pour y aller, hein. Mais tu dois pivoter, mais trouver des solutions. Et à un moment donné, bah, il n'y a pas d'échec quelque part, c'est que des obstacles. Tant que tu ne t'arrêtes pas, au fait, le point central, c'est toi. Est-ce que tu te laisses aller? Est-ce que tu abandonnes ou pas? Tant que tu n'as pas abandonné, tant que tu continues différemment ou d'une autre façon, tu peux continuer et tu peux trouver la solution. Si tu y crois tellement à ton projet et si tu as bien sûr, il faut pas le faire aveuglement. Il faut aussi vérifier qu'il y a un marché qui soit là, tu vois? Et qu'il y a la demande. Bah, si c'était le seul à en croire, ça irait pas. Mais je pense que la ténacité, ça c'est vraiment important et rester focus sur son activité. Écoute, on va peut-être s'arrêter là sur ces belles paroles. En tout cas, merci Grand beaucoup, plaisir, Jackie. David. C'était très inspirant, très touchant, tu vois? J'insistais pour t'avoir parce que justement, je trouvais que tu avais quelque chose à raconter sur ton histoire qui est un peu singulière, avec une franche réussite qui va continuer, on l'espère. Mais merci beaucoup pour ton temps et d'avoir pris aussi le temps de nous expliquer ton métier qu'on voit au quotidien. On a tous des vêtements, a priori, et pourtant, on ne sait pas trop ce qui se cache derrière et d'avoir ton témoignage était hyper instructif. Merci à Merci toi, encore pour ça. David. Très belle soirée à toi. À très bientôt. Bah oui, merci beaucoup Ciao, Jackie, à ciao. bientôt, au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode du podcast de Senpai. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, rien de plus simple, partager ou tout simplement parler du podcast autour de vous, cela sera d'une grande aide, je vous l'assure. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode et si vous ne pouvez pas attendre, une seule adresse www.senpai.io pour écouter d'autres témoignages passionnants. À très vite sur le podcast de Senpai.